Il existe de plus en plus d'études scientifiques robustes et de rapports de l'INSERM tirant la sonnette d'alarme sur la consommation d'aspartame et les risques que cela pourrait entraîner chez les êtres humains. Les édulcorants artificiels sont un sujet controversé. Fuyez les édulcorants. Les études sont claires. Ces édulcorants sont nocifs pour votre santé. Ça augmente votre risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et même de diabète. Des études sur des consommateurs de soda en surpoids ont montré que les édulcorants présents à haute dose dans les sodas light modifiaient le ressenti du goût sucré en activant le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Les personnes avaient ainsi tendance à perdre le contrôle de l'appétit, à manger plus de calories solides et donc à prendre plus de poids que ceux qui étaient restés sur des sodas traditionnels. En plus de ça, les scientifiques se posent des questions sur le caractère cancérigène de l'acésulfame de potassium et aussi sur la perturbation du système immunitaire provoquée par le On m'a récemment identifié sur une publication du Dr Nawel abordant cette thématique et trouvant certaines affirmations quelque peu alarmistes et nourrissant une hyperbole injustifiée, j'ai décidé de répondre dans cette vidéo. Par la même occasion, il s'agit d'une excellente opportunité pour moi de réagir aux allégations courantes sur les édulcorants artificiels, études Nutrinet Santé, augmentation du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. On exergue une potentielle association entre aspartame et comportement neuro-anxieux chez la souris. Il serait en plus transgénérationnel puisqu'aspartame serait inducteur de modifications épigénétiques. Chez une personne d'environ 65 kg, ça correspondrait à une consommation quotidienne de 250 à 600 mg d'aspartame. Je ne sais pas pourquoi nous devrions nous en préoccuper, particulièrement lorsque nous disposons de résultats humains sur le sujet. Les taux de traduction entre les modèles animaux et humains sont infimes dans la plupart des circonstances. Nous disposons d'une hiérarchie des preuves pour une bonne raison. Par ailleurs, une étude sortie en 2015 sur anxiété et consommation d'aspartame chez l'être humain. Cependant, la consommation n'était seulement que de 100 mg par jour et n'était clairement pas quotidienne et sur une longue période. Les hypothèses concernant l'aspartame et les changements comportementaux ou d'humeur ne sont pas nouvelles. Graham Harshman et ses collègues ont assigné 13 hommes en bonne santé à une forte dose unique d'aspartame ou à un placebo dans une conception croisée randomisée en double aveugle. Aucun changement n'a été observé dans l'humeur ou la vigilance. De manière similaire, dans une étude de Lapierre et ses collaborateurs, 10 volontaires sains ont été testés avec une dose unique d'aspartame de 15 mg par kilo ou un placebo dans une conception croisée randomisée. Aucun effet n'a été signalé sur l'humeur, incluant les sensations anxieuses, de nervosité, etc., la fonction cognitive ou le temps de réaction. Dans une étude randomisée croisée en double aveugle par Spears et ses collègues, 48 participants ont reçu une dose d'aspartame élevée, très élevée, ou du sucre pendant 20 jours. Des tests neuropsychologiques ont été effectués les jours 10 et 20 de chaque traitement, évaluant tension, colère, dépression, énergie, fatigue et confusion, tandis que les effets aigus ont été évalués les jours 10 de chaque traitement. Aucun changement d'humeur ou de performance cognitive n'a été observé et la fréquence des effets indésirables rapportés était la même entre les groupes. 2 études de cohorte prospectives n'ont également trouvé aucune association entre la consommation de boissons contenant des édulcorants et l'anxiété ou l'humeur générale, bien que celle-ci ne se limitait pas à la consommation d'aspartame. Il serait malhonnête de ma part de ne pas aborder les limites de certaines de ces études, telles que le fait d'avoir abordé l'humeur plutôt que l'anxiété spécifiquement. Cependant, dans l'ensemble, nous pouvons accorder davantage notre confiance à celle-ci qu'à une étude réalisée sur des souris, et nous n'avons aucune raison de croire en un quelconque effet de l'aspartame sur l'humeur ou l'anxiété. Il existe de plus en plus d'études scientifiques robustes et de rapports de l'INSERM tirant la sonnette d'alarme sur la consommation d'aspartame et les risques que cela pourrait entraîner chez les êtres humains. À un moment ou à un autre, dans une discussion avec une personne anti-édulcorant, vous en arriverez au sujet de l'étude Nutrinet Santé, qui a trouvé que la consommation d'édulcorants artificiels était associée à une augmentation du risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Cependant, utiliser cette seule étude pour remettre en cause le caractère sûr des édulcorants n'est qu'un appel à la réfutation naïve, qui stipule qu'une valeur aberrante peut être utilisée de manière isolée pour défier un ensemble de preuves sur un sujet. La réfutation naïve est rejetée en vertu de la thèse Duhem-Quine, selon laquelle les hypothèses scientifiques ne peuvent jamais être testées de manière isolée. À ce titre, la réfutation naïve est considérée comme un raisonnement invalide dans le domaine de l'épistémologie scientifique. Donc, il n'est probablement pas très raisonnable d'inférer la causalité sur base de cette étude uniquement, sans mentionner le fait que cette cohorte a également trouvé une augmentation du risque de cancer associée à la consommation de jus d'orange. Mais je doute que Dr Nawel pense que le jus d'orange soit cancérigène sur base de ces résultats. Ça semble impliquer une potentielle incohérence épistémique de sa part. Dans le cas contraire, nous avons besoin d'un briseur de symétrie. Une attitude plus sensée consiste à examiner la méthode de la dite étude et à la placer dans le contexte d'une littérature plus large, afin de concilier les preuves qui semblent contradictoires à première vue. À cet égard, la relation entre la consommation d'édulcorants artificiels et des résultats de santé est particulièrement vulnérable au risque de causalité inversée.
Les consommateurs d'édulcorants sont susceptibles d'être le type de personnes à risque de maladie. En réponse, ils ont initié une augmentation de leur apport en édulcorants artificiels. La consommation d'édulcorants artificiels serait donc une conséquence de l'état de maladie ou de pré-maladie plutôt qu'une cause. Cet artefact explique par exemple la discordance entre les études observationnelles et celles randomisées contrôlées en ce qui concerne les édulcorants artificiels et la gestion du poids. Dans les études randomisées contrôlées, la consommation d'édulcorants artificiels montre une diminution du poids de corps, alors qu'elle est associée à une augmentation de l'indice de masse corporelle dans la littérature d'observation. Nutrinet Santé possédait un suivi médian relativement faible de 7,8 années, ce qui la rend particulièrement sujette à la causalité inversée. On constate également que les cancers liés à l'obésité ont contribué de manière substantielle au risque dans la cohorte, ce qui renforce d'autant plus cette hypothèse. Cependant, lorsque la relation entre la consommation d'édulcorants artificiels et le cancer est investiguée dans une méta-analyse, l'effet agrégé est nul sur l'incidence de cancer et la mortalité par cancer. Bien sûr, en confinant l'analyse aux études avec un temps de suivi plus court ou avec une seule évaluation de l'apport en édulcorants au départ, les résultats montreraient probablement une augmentation du risque. Mais nous en revenons à notre problème de causalité inversée. Une tentative de réfutation prévisible serait d'affirmer qu'il n'est peut-être pas approprié de regrouper les différents types de cancers dans la même analyse et que Nutrinet Santé a également trouvé une tendance vers l'augmentation du risque pour le cancer du sein spécifiquement. Néanmoins, à nouveau, lorsque cette question est examinée dans une méta-analyse, on n'observe pas une once d'association entre les édulcorants et le risque de cancer du sein, tout comme pour les autres sièges de cancer. Il est intéressant de noter que Nutrinet Santé est la seule étude ayant trouvé une tendance vers l'augmentation du risque, mais celle-ci est largement supplantée par des études comme la NurseCell Study ou la NurseCell Study 2, possédant plusieurs décennies de suivi et davantage d'événements. De manière assez drôle, on constate même une tendance vers la diminution du risque pour la NurseCell Study 2, mais je n'ai vu aucun docteur en blouse blanche réaliser de vidéo pour rapporter cela. Une nouvelle fois, ces données me suggèrent que les résultats de Nutrinet Santé sont le produit du phénomène de causalité inversée. Une revue systématique et méta-analyse d'études de cohorte prospective examinant la relation entre la consommation de boissons avec édulcorants et le risque de maladies cardio-métaboliques publiée l'année passée a tenté de contourner cette problématique. L'analyse a inclus 14 études d'un suivi médian de 17 années et demie. Les critères d'inclusion et d'exclusion étaient très sensés, limitant l'analyse aux études ayant réalisé un ajustement sur l'adiposité initiale et utilisé l'une des deux approches analytiques suivantes. Des modèles de changement, mesurant l'évolution quantitative de l'apport en boissons avec édulcorants au fil du temps, par mesure répétée en cours de suivi, ou des modèles de substitution, évaluant l'impact de la substitution de l'eau et des boissons sucrées par des boissons édulcorées. Il s'agit d'une méthodologie robuste afin de limiter le risque de causalité inversée. Les résultats étaient assez intéressants. Lorsque les boissons avec édulcorants étaient substituées aux boissons sucrées, une diminution du risque de maladies chroniques telles que l'obésité ou les maladies coronariennes et même la mortalité toutes causes confondues était constatée. Lorsque les boissons avec édulcorants étaient comparées à l'eau, on n'observait aucune différence statistiquement significative entre les deux. De manière intéressante, ces résultats sont assez cohérents avec les résultats des études randomisées contrôlées, où l'on assigne les participants à consommer des édulcorants artificiels. McGinn et ses collaborateurs ont examiné l'impact des boissons avec des édulcorants sur de nombreux marqueurs intermédiaires de maladies. L'analyse a inclus 17 études et à nouveau a comparé 3 expositions. L'eau, les boissons avec des édulcorants et les boissons sucrées. Il s'agit d'une manière très raffinée d'examiner l'effet des boissons avec édulcorants en les comparant à une exposition clairement définie. De manière similaire, l'utilisation des boissons contenant des édulcorants artificiels au lieu des boissons sucrées a entraîné des bénéfices statistiquement significatifs sur des mesures telles que l'adiposité, la glycémie et la graisse hépatique, avec une tendance vers un effet favorable pour la plupart des autres critères d'évaluation, comme les lipides sanguins. Lorsque les boissons avec édulcorants sont comparées à l'eau, les premières remportent un avantage sur certaines mesures, comme le poids de corps et la pression artérielle, tandis que l'eau présente un avantage pour l'hémoglobine glyquée. Cependant, dans l'agrégat, il n'y a pas de différence significative pour la plupart des critères d'évaluation. Concernant l'aspartame particulièrement, les résultats des études randomisées contrôlées montrent des résultats nuls sur des critères comme l'insuline, la glycémie ou les lipides sanguins, en comparaison aux témoins, c'est-à-dire de l'eau ou un placebo. De manière ironique, il s'agit en vérité de l'un des édulcorants les plus étudiés. Je dis ironique car c'est également le plus diabolisé. Rapport de l'INSERM tirant la sonnette d'alarme sur la consommation d'aspartame et les risques que cela pourrait entraîner chez les êtres humains. Mettre en avant les rapports de l'INSERM sur une étude où il a été impliqué ressemble à un appel à l'autorité. C'est complètement tangentiel, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'inférence causale, qui implique une fusion de la modélisation statistique et des connaissances externes.
Je ne comprends pas vraiment pourquoi Dr Nawel aborde cela. Il s'agit d'un rang rouge. Que cela pourrait entraîner chez les êtres humains. Il faudra donc de nouvelles études supplémentaires chez l'humain pour approfondir nos connaissances sur les effets de l'aspartame. Si Dr Nawel pense que les preuves sont inconclusives, ces standards épistémiques sont insensés. Lorsque l'on examine l'ensemble de la littérature scientifique sur le sujet, il n'existe aucune raison d'appliquer le principe de précaution et chaque nouvelle étude réalisée sur la souris n'en crée pas une justification. Cependant, si elle le pense, je ne vois pas pourquoi tout autre aliment ou ingrédient ne mérite pas le même traitement de sa part. Dans le cas contraire, à nouveau, nous avons besoin d'un briseur de symétrie. Il n'existe aucune preuve solide qui indique que les édulcorants sont malsains. A l'inverse, les meilleures preuves disponibles montrent qu'ils sont neutres ou présentent des avantages dans certaines circonstances. Par exemple, il existe un bénéfice clair lorsque les boissons édulcorées remplacent les boissons sucrées, via un effet de la diminution de l'apport en calories et en sucre. À ce stade, certains pourraient être enclins à souligner que nous avons à disposition une alternative au moins aussi bonne, l'eau. Je ne réfute pas ce fait, mais c'est une affirmation triviale. La nutrition est de nature comportementale, et certaines personnes n'arriveront pas aisément à passer des sodas à l'eau, ou aimeront tout simplement profiter du goût sucré des boissons édulcorées. Je ne recommande pas à ceux qui s'en sortent bien avec l'eau de se diriger vers la consommation d'édulcorants. Mais pour répondre pleinement à l'argument, imaginons un instant que l'eau surpasse les boissons avec édulcorants sur certains critères d'évaluation. Devrions-nous considérer ces derniers comme malsains? Probablement pas. Permettez-moi de vous donner un exemple pour illustrer ces propos. Le caractère sain de l'huile d'olive tend à être pris pour acquis. Pourtant, il existe des circonstances où l'huile d'olive est devancée par d'autres huiles. Par exemple, lorsque l'huile de colza remplace l'huile d'olive, une amélioration des lipides sanguins tend à être observée. Cependant, personne ne considérerait l'huile d'olive comme malsaine, ce qui est probablement judicieux, car dans l'ensemble, les deux expositions sont probablement non inférieures l'une à l'autre et diminuent le risque de maladies chroniques lorsqu'elles remplacent des sources de graisses saturées, comme le beurre. Le même raisonnement devrait être appliqué pour les boissons avec édulcorants. D'autres individus pourraient également affirmer que certains édulcorants interagiraient avec d'autres pour augmenter le risque ou mettre d'autres hypothèses auxiliaires sur la table. Et bien sûr, en réalisant une vidéo torse nu en évoquant l'alimentation vraie pour paraître plus crédible. Il s'agit là d'une gymnastique mentale qui ne sert qu'à tergiverser. Il existe un nombre infini d'hypothèses auxiliaires qui peuvent être proposées. Mais à nouveau, ça ne se limite pas aux édulcorants. Je peux également affirmer que les pommes pourraient ne pas être saines lorsqu'elles sont mélangées à des bananes ou lorsqu'elles sont consommées en portant un slip rose. La certitude absolue sera toujours impossible à atteindre. Pour cette raison, nous devons nous baser sur la confiance et la probabilité. Et nous pouvons affirmer avec un degré de confiance élevé que la consommation d'édulcorants artificiels n'est pas susceptible d'engendrer de risques majeurs aux doses qu'il est raisonnablement possible de consommer et peut même produire des bénéfices potentiels. L'alarmisme sur le sujet n'est pas justifié. Bien sûr, parvenir à une conclusion fondée sur des preuves demande de concilier les données issues de différentes lignes d'enquête et il est plus facile d'argumenter sur base de quelques études sorties de leur contexte. C'est encore plus problématique lorsque le discours provient de médecins sortant de leur domaine d'expertise et que le public n'a pas les compétences pour en connaître les limites. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre. Ce type de vidéo me demande beaucoup de temps et de travail. Si vous souhaitez me soutenir et me motiver à produire plus de contenu de ce type, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. À bientôt.